je vais passer la parole à mon collègue William Riverain, qui va vous entretenir sur les règles FL, qu'on appelle avec son acronyme en anglais. Donc, comme j'ai dit, je lui souhaite bonne chance. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Je suis un homme de défi, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Je vais essayer parce qu'en effet, les règles sont relativement complexes, comme vous le savez. Puis, je prends connaissance de ma première slide, puis je commence avec nouvelles règles de restriction des dépenses excessives. Donc, le qualificatif nouvelle, je pense, ne s'applique plus nécessairement ici parce qu'en commençant la préparation de ma présentation, je me suis rendu compte qu'on parle de ces dispositions-là depuis avril 2021. Il y a eu les propositions budgétaires, avril 2021. Ensuite, en 2022, on est revenu avec 2 projets de loi. En 2023, on est revenu avec 2 autres projets de loi, dont le dernier qui est en date du 30 novembre 2023 et qui a passé la première lecture. Comme Pierre l'a mentionné, on est rendu à la 2e lecture lundi dernier. Donc, pour être adopté fully enacted, il faut passer le Sénat, bien évidemment, mais aux fins comptables, on doit passer la 3e lecture. Mais ça fait quand même 3 ans qu'on parle de ces dispositions-là qui sont applicables pour les fins d'année qui commencent à partir du 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023. Les années fiscales qui commencent dans cette période-là, on va tomber dans la mesure à 40 % de ratio, comme on va voir. Et à partir du 1er janvier 2024, le ratio de 30 %. Mais je veux juste revenir sur nouvelles règles, la complexité de ces règles-là. Je vous dirais qu'au départ, la règle ne devrait pas être compliquée. On devrait dire, on a une dépense en vertu de 21C sur laquelle on va avoir une limitation en fonction de notre revenu imposable, de notre BAIA fiscal à 30 %. Ça devrait s'arrêter là. Mais le législateur, et ça, c'est un éditorial, c'est un commentaire éditorial de ma part, j'en prends toute la responsabilité. Mais selon moi, la raison de la complexité de la disposition, c'est qu'on a essayé d'embarquer dans un régime de consolidation de la dépense d'intérêt, alors que, comme vous le savez, notre régime fiscal n'est absolument pas sur une base de consolidation. On n'est pas comme aux États-Unis, avec une consolidation parfaite. On n'est pas comme au UK avec le Group Relief. Au Canada, c'est stand-alone. On n'a pas de concept de consolidation. Mais aux fins des nouvelles règles, on essaie d'intégrer ce concept-là. On essaie d'intégrer ce concept-là avec des notions de capacité excédentaire qu'on peut transférer d'une entité au contribuable, où le contribuable va se créer de la capacité excédentaire. Et ça, je vais l'expliquer, mais je pense que le débat de la complexité de ces dispositions-là part d'un nouveau concept qui est d'y aller avec de la consolidation. Juste pour faire un petit rappel rapide, il y a 2 articles, 18.2, 18.21. Il y a 25 paragraphes. Il y a 41 définitions et il y a 38 formules au sein même des définitions et des articles de loi, pour vous montrer un peu la complexité de la bête. Donc, rapidement, l'approche suggérée, on va analyser les dispositions en vertu d'un ratio fixe. Puis, je vais essayer d'être clair juste pour vous vulgariser les notions en question. Parce que je vous dirais qu'il y a 4 ou 5 éléments qu'à partir du moment où on les comprend, bien là, on peut gratter encore plus dans les dispositions et sa complexité. Ensuite, on va regarder les observations au niveau du ratio fixe, le ratio de groupe, les conditions d'application et quelques observations. Et dans le matériel qui vous sera partagé par la suite, il y a des annexes où c'est des définitions qui sont pertinentes aux fins de la présentation. L'approche suggérée. Donc, comme vous le savez, par défaut, la disposition 18.2 s'applique à tout contribuable canadien, corporation ou fiducie. Donc, par défaut, tout contribuable, toute corporation canadienne va être assujettie aux règles, à moins de tomber dans une des 3 exceptions qu'on va appeler les entités exclues. Donc, prenons pour acquis ici que les dispositions s'appliquent. Qu'est-ce qui arrive? Bien, la première étape au niveau de l'approche qu'on devrait avoir pour en arriver à la conclusion de l'application de la disposition puis de voir si on a une limitation, bien, je vous dirais d'identifier votre contribuable qui a un niveau d'endettement, bien évidemment, mais de regarder dans l'ensemble de votre structure toutes les corporations qui vont être pertinentes et qui pourraient vous aider à optimiser votre dépense d'intérêt dans l'entité qui est visée.
Donc, identification du périmètre, ça rejoint un peu ce que je mentionnais au départ au niveau de la consolidation. Donc, bien comprendre la capacité qui pourrait être transférée d'une entité du groupe. Parce que souvent, on va avoir une entité qui va avoir un niveau de dette élevé, puis les autres entités n'en auront pas. Donc, à ce moment-là, on va avoir un revenu imposable élevé qui va être multiplié par notre ratio de 30 %. Et c'est ce montant-là qui va être notre capacité excédentaire. C'est ce montant-là qui va nous permettre d'optimiser la dépense d'intérêt dans un des contribuables. Donc, première étape, on détermine le périmètre de société. Deux méthodologies possibles. Il y a le ratio fixe à 30 % de l'EBITDA fiscal et il y a le ratio de groupe qui doit être calculé sur une base de consolidation. Et ça, c'est un concept. Le ratio de groupe va être calculé sur des bases comptables. Donc, premier exercice, on identifie le périmètre. Deuxième exercice, on évalue les deux méthodologies. Première méthodologie, 30 % du ratio. On a identifié nos entités. On regarde si on a de la capacité. Parce qu'il y a un concept, capacité excédentaire. À partir du moment où les dispositions s'appliquent, on peut regarder 3 ans en arrière. On peut aller chercher, on a comme un soulagement pour nous permettre d'optimiser notre dépense d'intérêt en allant chercher de la capacité dans les sociétés de notre groupe. On va les appeler les entités admissibles du groupe, qui sont définies à 18.2.1. Ça, c'est les entités qui sont liées et affiliées à mon contribuable. Donc, on va pouvoir aller chercher des attributs, que je vais appeler la capacité, qui va nous permettre d'optimiser notre dépense de déduction de dépenses d'intérêt. On fait cette analyse-là. Ensuite, on va regarder notre ratio de groupe. Le ratio de groupe, on doit respecter certaines conditions, état financier consolidé en vertu des règles IFRS. À partir de ce moment-là, on va regarder l'ensemble de notre dépense d'intérêt pour l'entièreté du groupe, divisé par l'ensemble des revenus comptables du groupe. Ça va nous donner un ratio. Et à partir du moment où ce ratio-là est supérieur à 27,27, bien, il pourrait être avantageux de faire le choix d'y aller avec un ratio de groupe. Pourquoi 27,27? C'est que dans le dernier projet de loi, on est venu majorer de 10 % le ratio pour essayer d'éviter certains accrochages au niveau de la réconciliation, le timing au niveau de la réconciliation des ajustements book to tax. Fait qu'on permet un soulagement de 10 % supplémentaire. Donc, 30 % divisé par 0,10 va nous donner 27,3. Donc, à partir du moment où on a 27,3 et plus, il pourrait être avantageux de faire le choix de groupe. Toutes les entités vont devoir le faire. Je vous ai mentionné tout à l'heure que tout contribuable corporatif fiducie est assujetti aux dispositions, sauf si on est une entité exclue. Qu'est-ce qu'une entité exclue? Il y a 3 possibilités. Si on tombe dans l'une de ces dispositions-là, c'est ici que le party s'arrête. On a pu analyser les dispositions. La première, si notre contribuable est une société privée sous contrôle canadien, avec les sociétés associées, a un capital imposable de moins de 50 millions. Si c'est le cas, la disposition ne s'applique pas. Deuxième possibilité, encore une fois, on va regarder notre contribuable et on va regarder les sociétés admissibles du groupe, sociétés liées et affiliées. Et si ma dépense d'intérêt et de frais financiers nets de tout revenu d'intérêt et de frais financiers et de financement est égal ou inférieur à 1 million, bien à ce moment-là, on arrête ici, on est une entité exclue, on n'a pas à calculer, on n'a pas à continuer notre analyse au niveau de la déductibilité des intérêts. La troisième, il y a 4 conditions, puis je vous dirais que celle-là, elle est spectaculaire parce qu'on a 4 conditions à respecter. La première, c'est que la totalité ou presque, selon l'agence 90 % de mes entreprises sont exploitées au Canada. Première condition. Deuxième condition, c'est la règle du de minimis. La règle du de minimis, c'est un cap de 5 millions. Donc, ça va être le plus élevé des deux, doit être inférieur à 5 millions. Donc, le coût comptable de toutes mes sociétés étrangères affiliées doit être égal ou inférieur à 5 millions. Et la juste valeur marchande des éléments d'actifs de mes sociétés étrangères affiliées doit être égale ou inférieure à 5 millions, la juste valeur marchande. Donc, coût comptable pour les actions, éléments d'actifs, juste valeur marchande, moins de 5 millions et moins.
Puis dans un contexte où on a une proportion, par exemple, on détient des actions d'une filiale étrangère, la juste valeur marchande est de 10 millions, mais je détiens juste 20 des actions de cette filiale-là. Mais à ce moment-là, au niveau de la juste valeur marchande qui va m'être attribuée sur les éléments d'actifs, ce serait 2 millions. Donc, je respecterais ce critère-là. La troisième condition, il ne doit pas y avoir d'actionnaire déterminé non résident. Donc, un actionnaire qui détient 25 au moins en vote ou en valeur d'une société canadienne. Donc, un non-résident qui détient dans une classe d'actions. Conditions à respecter. Et la dernière. La dernière, c'est la totalité ou presque de ma dépense d'intérêt et de financement du contribuable n'est pas payée à une personne indifférente à l'impôt avec laquelle j'ai un lien de dépendance. Qu'est-ce que le législateur veut venir chercher ici? C'est qu'il veut s'assurer que ma dépense d'intérêt ne sera pas payée en faveur d'une personne, souvent en vertu de 149 ou un non-résident, ne soit pas payée, par exemple, ici en faveur d'un non-résident qui, lui, n'est pas imposable au Canada et avec qui j'ai un lien de dépendance. C'est ça qu'on essaie de contrer. Donc, paiement de dépenses d'intérêt en faveur d'un non-résident avec qui je suis lié ou en faveur d'une personne qui est exonérée d'impôts, mais je dois avoir un lien de dépendance. À partir du moment où on vient de conclure qu'on n'est pas une entité exclue, de façon sûre et certaine, les dispositions vont s'appliquer. À partir du moment où les dispositions s'appliquent, le cœur même de la disposition est à 18.2.2. Cet article-là est composé de différents éléments et je vous dirais qu'il y a 2 éléments qu'on doit bien maîtriser et bien comprendre pour s'assurer d'optimiser notre dépense d'intérêt. C'est les éléments B et C. Parce que plus ces éléments-là vont être élevés, B étant mon bailleur fiscal et C étant mon revenu d'intérêt et de financement, plus ces montants-là vont être élevés, plus je vais pouvoir optimiser ma dépense d'intérêt. Donc, pour 1 $ de revenu d'intérêt et de financement, je vais avoir droit à 1 $ de déduction de dépenses d'intérêt et de financement, logiquement. Donc, ces 2 éléments-là sont vraiment importants à bien déterminer. L'élément A, c'est ma dépense d'intérêt de financement. Dépense d'intérêt de financement qui ne s'arrête pas tout simplement à une dépense à 21C, mais va s'arrêter aussi à toutes mes dépenses d'intérêt qui pourraient être capitalisées. Puis on va revenir un petit peu plus tard là, avec une définition un peu plus exhaustive, mais la définition de dépenses d'intérêt est élargie, tout comme la définition de revenus d'intérêt et de financement. À titre d'exemple, oui, les revenus d'intérêt viennent s'additionner ici, mais dans un contexte où vous auriez fait un choix de ploy elections, donc qui vient réputer que tu as un intérêt réputé à additionner à ton revenu imposable, mais ce revenu-là, le législateur est venu confirmer qu'il va augmenter mon revenu d'intérêt de financement. À l'inverse, au niveau 17, il n'y a pas de commentaire à cet effet-là. Un peu bizarre, probablement que ça va être rajusté. Aussi, au niveau des règles hybrid, à 12.7, certains paiements pourraient être requalifiés de revenus d'intérêt. À ce moment-là, il n'y a pas de mention à l'effet que ce revenu d'intérêt-là réputé pourrait venir augmenter mon revenu d'intérêt de financement. Ensuite, il y a 2 autres éléments qui nous rapprochent un peu de la consolidation, comme je l'expliquais au départ. Il y a l'élément D, et l'élément D concerne la capacité excédentaire de mes sociétés, les sociétés admissibles du même groupe, qui pourraient m'être transférées. Donc, si, moi, en tant que contribuable, j'ai une dépense d'intérêt sur laquelle je dois appliquer 18.22 et que j'ai une autre entité, une société sœur, qui, elle, n'a aucune dépense, aucun revenu, puis un bailleur fiscal, on va dire, de 20 millions. Donc, 20 millions fois 30 %, ça me donne 6 millions. Cette société-là n'a aucune dépense d'intérêt, mais elle s'est créée, elle a une capacité excédentaire. Elle a cet attribut-là qu'elle peut partager à son contribuable qui, lui, a toute la dépense. Donc, l'élément D, c'est la capacité, donc ce que je pourrais déduire au-delà de ce que j'ai à déduire. Dans mon exemple, je n'avais rien à déduire, mais j'ai 6 millions de room, si on peut dire, que je pourrais déduire. Ce 6 millions-là, je peux le transférer à mon contribuable qui a toute la dette. Fait qu'il y a un transfert de capacité excédentaire, c'est mon élément D. Puis la capacité excédentaire
elle est bonne sur une période de 3 ans. Donc, si je calcule ma capacité excédentaire pour un contribuable en 2024, je peux l'appliquer en 2025, 2026, 2027 et en 2028, malheureusement, il sera expiré. Fait que c'est un compte qu'on doit maintenir à jour également sur une base annuelle. Puis l'élément qui est important ici, c'est qu'à partir du moment où on a de la capacité excédentaire dans une de nos sociétés sœurs, si on fait un choix de transfert de capacité excédentaire, c'est un choix conjoint, le cédant et le cessionnaire. Et le législateur a été un peu dur sur ce choix-là parce que le montant qui va être choisi doit être exact. Ce qui veut dire que si on calculait une capacité excédentaire de 6 millions dans mon exemple, mais on refait notre BAIA fiscal, puis on arrive, puis notre capacité excédentaire serait inférieure, 5,5 millions. Puis que dans notre choix, on a mis 6 millions. Bien, le législateur va refuser systématiquement le transfert de la capacité excédentaire. Donc, logiquement ici, quand on calcule notre capacité excédentaire, probablement qu'on ne transférera pas la capacité totale qu'on a. On va se garder un certain buffer pour s'assurer que si on a une vérification et qu'il conteste notre montant de capacité excédentaire qui a été transféré, bien, il ne refusera pas sur toute la ligne le transfert qui est venu optimiser notre dépense d'intérêt, bien évidemment. Pour ce qui est de l'élément E, on va le vulgariser de façon très simple, c'est que moi, contribuable, je pourrais me créer de la propre capacité. On commence en 2024, j'ai aucune dépense d'intérêt, j'ai 20 millions de revenus imposables, mon BAIA fiscal, fois 30 %, j'ai un 6 millions. Ce 6 millions-là, il est en banque, c'est à moi, je peux l'utiliser sur les 3 prochaines années. La capacité excédentaire, c'est toujours prospectif. On ne peut pas faire un ajustement rétroactif ou faire un carry-back. Donc, je me suis pas créé, j'ai, à la lumière de mes informations financières, une capacité de 6 millions dans mon entité. J'arrive en 2025 et là, j'ai emprunté, j'ai de la dépense d'intérêt et je ne serai pas en mesure d'utiliser toute ma dépense d'intérêt. Je ne serais pas capable d'optimiser ou de déduire la totalité de ma dépense d'intérêt parce que mon BAIA fiscal serait trop bas. Je pourrais aller chercher ma capacité excédentaire de l'année précédente et l'appliquer en 2025. C'est ce qu'on appelle la capacité absorbée. Fait que l'élément D, c'est ce que les sociétés sœurs du même groupe, les entités canadiennes, vont me transférer. L'élément E, c'est ma propre capacité que j'aurais pu me créer dans le passé, que je vais utiliser dans l'année. J'espère que j'ai été... J'essaie de le vulgariser, là, c'est pas... comme Pierre l'a dit, ce n'est pas nécessairement les concepts les plus simples. Donc, première partie qui va être calculée fois mon ratio de 30 % ou selon mon ratio de groupe, c'est l'élément A, c'est le revenu imposable rajusté, mon fameux BAIA fiscal ou mon EBITDA fiscal. On commence avec l'élément A qui est mon revenu imposable en vertu de la partie 1, moins mes pertes hautes qu'en capital de l'année. À ça, je viens additionner ma dépense d'intérêt et de financement. Je calcule mon BAIA. Donc, je viens additionner ma dépense d'intérêt, ma déduction d'amortissement, des déductions relativement qui auraient pu être prises en ce qui concerne les ressources naturelles. Et il y a pas un nouveau concept, mais il y a un concept où ils sont venus dire on peut additionner à notre élément B, quand on calcule notre BAIA fiscal, une perte haute qu'en capital d'une année antérieure qui, par contre, cette perte-là doit avoir été créée par une dépense d'intérêt. Donc là, vous me regardez, vous me dites, OK, mais habituellement, on ne fait pas un arrimage de la perte en fonction de la dépense d'intérêt qu'on a faite. C'est un peu brutal comme concept. Fait que pour assouplir cet ajustement-là, le législateur est venu dire, OK, pour les années fiscales qui se terminent avant le 4 février 2022, si vous avez des pertes hautes qu'en capital à ce moment-là et que vous n'êtes pas en mesure de venir confirmer que cette perte haute qu'en capital-là découle d'une dépense d'intérêt, bien à ce moment-là, on va vous permettre de prendre cette perte haute qu'en capital-là, mais juste 25 %. Donc, on n'a pas à démontrer au vérificateur ou à l'agence que cette perte-là découle d'une dépense d'intérêt et de financement. Ensuite, on vient soustraire quel élément? Bien, mon revenu d'intérêt et de financement, récupération d'amortissement, les revenus étrangers aussi qui auraient fait l'objet d'une pleine déduction en vertu d'un crédit d'impôt étranger. On va mettre en exemple un peu ce que j'ai expliqué pour que vous voyez que les règles, finalement, ne sont pas si complexes.
Donc, on y va avec un exemple simple. Puis, à chaque fois, ça va toujours être la même mécanique. J'ai toujours une dépense d'intérêt, là, comme par hasard, là, de 10 millions. On va parler des années 31 décembre 2024, 31 décembre 2025. Donc, bon an, mal an, j'arrive en 2024. J'ai 10 millions de dépenses d'intérêt. J'ai un revenu imposable. Mon BAYA fiscal, j'arrive à 20 millions. Donc, 20 millions fois 30 mon ratio fixe, je suis à 6 millions. Donc, logiquement, si on s'arrête là, ça voudrait dire que j'ai une capacité de 6 millions à déduire, mais j'ai une dépense de 10 millions. Donc, je n'ai pas suffisamment de capacité ici. J'ai un 4 millions qui devra, malheureusement, être reporté dans le temps. J'ai ce qu'on appelle un pool de dépenses d'intérêt restreintes qui se retrouve, qui va s'additionner à 111.1a.1. Et ce pool-là peut être utilisé en tout temps. Il n'y a pas de délai, mais on doit avoir de la capacité. On doit avoir de la capacité soit au sein du contribuable lui-même, ou on doit être capable d'avoir de la capacité au sein d'une autre entité du groupe qui me serait transférée. Fait que 2024, malheureusement, il y a 40 de ma dépense d'intérêt qui est non déductible. Ce 4 millions-là, donc sur 10 millions, j'en déduis 6. Il y a un 4 millions qui vient s'additionner à mon pool de dépenses, à ma déduction qui est refusée, ma dépense d'intérêt restreinte, 111.1a.1. J'arrive en 2025, malheureusement, même chose. J'ai un revenu imposable de 10, puis j'ai gagné un revenu d'intérêt de 4. Fait que j'ai 7 millions positifs, mais j'ai une dépense de 10. J'ai un 3 millions qui ne serait pas déductible. Il va venir s'additionner à mon pool. Fait que 111.1a.1 va passer de 4 à 7 et utilisable indéfiniment, sujet à une capacité excédentaire. Fait que ça vous démontre un peu la mécanique. Capacité excédentaire, ça semble compliqué, mais encore une fois, ça ne l'est pas nécessairement. Si on a des entités, des entités admissibles du même groupe qui n'ont pas de dépenses d'intérêt et qui ont un revenu imposable relativement élevé, bien, dans ces entités-là, j'ai de la capacité excédentaire. C'est bon de le savoir parce qu'on peut la transférer. Fait que ça va être mon ratio, 30 fois mon revenu imposable ajusté. Puis là, si j'ai de la dépense d'intérêt, on vient la soustraire. Puis si j'ai des dépenses d'intérêt restreintes, 111.1a, je dois venir les soustraire aussi. Fait que pour une entité du groupe qui n'a aucune dépense, c'est 30 fois mon EBITDA fiscal. C'est mon groupe de capacité excédentaire. Autre exemple qui vient jouer justement avec la capacité excédentaire, on a toujours une dépense d'intérêt de 10 millions. Donc, j'ai un revenu d'intérêt de 6 millions. Donc, comme vous le voyez dans l'exemple, j'ai un solde positif. Je suis à 12 millions, puis j'ai juste 10 millions à déduire. Donc, la différence, c'est 2 millions. Logiquement, c'est ça mon excédent de capacité excédentaire que je vais pouvoir reporter going forward. Fait qu'en 2024, tout ce que j'aurai à déduire, je l'ai déduit. C'est mon 10 millions, puis j'ai un 2 millions bonus là, que je laisse sur la table. Fait que ma capacité excédentaire, c'est 12 millions, qui sont mon revenu imposable fois mon ratio, plus mon revenu d'intérêt, moins ma dépense, moins j'ai rien de reporté. Fait que j'ai 2 millions que je peux utiliser going forward. On est en 2024, je peux l'utiliser jusqu'en 2027. En 2028, ça va être expiré. Si je l'utilise juste avant, parce que là, on parle du contribuable lui-même. Si je l'utilise, par exemple, en 2025, bien, ça va être ça la capacité absorbée. Ça va être l'élément E de ma formule, parce que c'est la capacité du contribuable lui-même. Capacité transférée. Exemple intéressant, on est en 2024. Canco n'a pas suffisamment de BAYA fiscal, n'a aucun revenu d'intérêt, donc j'ai un manque à gagner de 4 millions. Je peux juste déduire 6 millions sur 10 millions. Mais ma filiale canadienne, Canco 2, quant à elle, n'a aucune dépense d'intérêt et elle a un revenu imposable de 20 millions. Donc, elle, pour garder le même exemple, j'ai une capacité de 6 millions. Elle n'a pas de dépense d'intérêt. Cette capacité-là, elle peut la transférer à mon contribuable qui, lui, doit calculer sa dépense d'intérêt en vertu de 18.2. Donc, en me servant de sa capacité, si Canco 2 n'avait pas été là, j'aurais juste pu déduire 6 millions et j'aurais reporté dans le temps 4 millions.
en ayant Canco 2 qui va me transférer cette capacité-là, ben, je vais tomber à une pleine déduction. Et en plus, Canco 2 va avoir encore de la capacité excédentaire de 2 millions. Fait qu'elle a transféré 4. Il lui en reste 2, 6 moins 4, 2, qu'elle va pouvoir transférer dans la période que je vous ai dit de 3 ans. Donc, de là, encore une fois, on revient bien identifier notre groupe, je ne veux pas dire consolidé, mais notre périmètre de corporation qui va pouvoir nous aider à optimiser notre dépense d'intérêt. Observation, ratio fixe. Donc, on a parlé du périmètre, très important de bien l'identifier dès le départ. Encore une fois, ça va optimiser justement au niveau de mon contribuable, ça va optimiser la dépense d'intérêt que je serai en mesure de déduire aux fins de 18.2. Dépenses d'intérêt visées. Comme je vous disais, si on s'arrêtait juste à 21C, ben, ça ne serait pas si compliqué. On a 21C, c'est notre dépense d'intérêt fois notre BAIA fiscal, 20 %, ça s'arrête là. Mais la définition est élargie. Dans la loi de l'impôt, il y a plein de petites subtilités, des intérêts qui sont cachés un peu partout. Donc, si on a de la dépense d'intérêt qui pourrait être capitalisée, des pertes finales sur des biens amortissables, si j'ai de la dépense d'intérêt qui a été capitalisée sur un immeuble sur lequel je prends de la... sont tous des éléments qui vont faire partie de ma définition ou de mon élément de dépense d'intérêt financier, qui est mon élément A dans la formule. Donc, bien identifier l'ensemble des éléments assujettis à la dépense d'intérêt. Revenu d'intérêt, un peu la même chose. Pardonnez-moi. Revenu d'intérêt, ça c'est le revenu imposable rajusté. Au niveau du revenu imposable rajusté, les pertes hautes qu'en capital, on en a parlé rapidement, mais si on a des pertes hautes qu'en capital antérieures à l'application des dispositions, il y a un choix qui peut être fait parce que notre perte haute qu'en capital, il faut garder en tête qu'elle doit avoir été créée de par une dépense d'intérêt, ce qui peut être un peu audacieux afin de la déterminer exactement. Ça, c'est un questionnement qu'on avait, mais si on emprunte puis qu'on achète des éléments d'actifs sur lesquels on va se créer de la R&D puis de la dépense de la R&D, ben les déductions qui vont être prises au niveau de la R&D vont venir réduire mon revenu imposable. Mais d'un autre côté, je viens augmenter ma dépense d'intérêt. Donc, je viens, d'une certaine façon, un peu contaminer ma possibilité de déduire de l'intérêt dans un contexte où j'ai emprunté, j'ai créé de la R&D, j'ai des dépenses de R&D. Donc, il y a une certaine forme de circularité. Il y a des éléments peut-être de planification qui vont être à penser ici quand on a certaines dépenses qui viennent réduire notre revenu imposable, mais pour laquelle cette dépense-là a été créée suite à un emprunt bancaire. C'est un questionnement qu'on avait, puis ça va avoir un impact automatique sur mes capacités excédentaires si j'ai le même enjeu dans d'autres entités du même groupe. À ce stade-ci, tout choix doit être sujet à un formulaire, mais il n'y a rien encore qui a été partagé par Finance. Donc, on est un peu dans le néant au niveau des formulaires, mais si, par exemple, on fait un choix d'avoir une dépense d'intérêt exclue. C'est quoi une dépense d'intérêt exclue? C'est qu'on peut venir exclure des paiements d'intérêt qui sont faits entre sociétés canadiennes du même groupe. Donc, Canco 1 paye de l'intérêt à Canco 2. Canco 2, c'est un revenu. Pour Canco 1, c'est une dépense d'intérêt. On peut faire un choix pour éviter que Canco 1 que la dépense de Canco 1 soit assujettie aux règles de 18.2. Donc, on va appeler ça de l'intérêt exclu. Ce choix-là doit être conjoint. On n'a pas de formulaire à cet effet-là. J'ai parlé des choix conjoints quant au transfert de capacité excédentaire, où là, encore une fois, ça peut être très tricky parce que si notre transfert est fait et qu'on n'a pas suffisamment de capacité excédentaire, comme je le mentionnais, l'agence va refuser notre choix. Donc, ça c'est un choix en question. Donc, il n'y a rien de sorti encore à cet effet-là. Ratio de groupe. Ratio de groupe, je vais y aller rapidement, mais au niveau du ratio de groupe, il y a 3 conditions. Bien, la première, on doit avoir un groupe consolidé, bien évidemment. Le groupe consolidé doit être en vertu des règles IFRS ou devrait l'être s'il y a lieu.
Les états financiers doivent être vérifiés. Ça doit être des entités canadiennes corporatives. À ce moment-là, on peut être admissible à faire un choix, que ce soit un ratio de groupe qu'on utilise. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le ratio de groupe, si une fois calculé, nous arrive à 27 et supérieur à 27,3, ça peut être avantageux de le faire. Une fois que le choix est fait, on peut le révoquer. Par contre, c'est à la discrétion du ministre. Il n'y a pas plus d'informations à cet effet-là. Est-ce qu'il va falloir démontrer que c'est plus avantageux de revenir au ratio de groupe? On n'a pas plus d'informations. C'est mentionné qu'on peut le révoquer, mais à la discrétion du ministre. Comme je le mentionnais, c'est des états financiers consolidés, vérifiés. Ça doit être tous des membres canadiens et c'est un choix conjoint qui doit être fait. Et la fameuse formule pour en arriver à notre ratio de groupe, une fois qu'on a déterminé notre ratio de groupe, c'est le ratio qu'on va utiliser dans la formule à 18,22. Donc, au lieu d'utiliser 40 ou 30 ça va être le ratio qu'on va avoir déterminé en vertu, et ça, c'est d'un point de vue comptable, c'est le ratio qui va avoir été calculé. Donc, de la façon qu'il est calculé, j'ai ma majoration de 10 donc 1,1 fois le ratio de groupe qu'on va déterminer, qui est l'élément A, qui est ma dépense nette d'intérêt du groupe, divisé par mes bénéfices nets comptables rajustés du groupe. À ça, on vient multiplier 1,1, ce qui va nous donner notre ratio. Si, high level, on voit que ça peut être bénéfique, on fait le choix, bien évidemment, pour le prendre. Un élément qu'on doit garder en tête, quand on est sur une base de ratio de groupe, on ne peut pas faire de choix de capacité excédentaire. Ce qui est logique, parce que par la bande, quand on fait le ratio de groupe, on prend l'entièreté de nos entités. Donc, logiquement, s'il y en a une qui est plus profitable et qu'il n'y a pas de dépenses, dans le conso, ça va se refléter inévitablement. Donc, il n'y a pas de transfert de capacité qui peut exister. Observation très rapidement. Au niveau des observations, avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des informations financières. Les états financiers doivent être vérifiés. Si on est en norme à capital fermé, peut-être penser de transférer en IFRS si justement le ratio de groupe pourrait être beaucoup plus bénéfique. Donc, je pense que ça met un terme à ma présentation. J'ai des annexes, c'est des définitions, c'est des pages supplémentaires, on ne passera pas à travers, mais j'espère que je vous ai permis d'éclaircir un peu les concepts qui restent... je pense que c'est plus complexe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais, hein? Vous comprenez tous. Mais vous pouvez nous appeler, bien évidemment, si vous avez des questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre.